Avant que tout tourne au cauchemar, faisons un petit retour en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Lui, c'est Mike. Il vit dans les années 80 à Hawkins, une petite ville tranquille perdue au milieu de nulle part. Dans la vie, il a deux passions, embêter sa sœur Nancy et surtout les jeux de rôle. Un soir, après une partie de leur jeu préféré, Donjons et Dragons, les garçons se séparent pour rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, l'un d'entre eux, Will Byers, tombe nez à nez sur une silhouette vraiment bizarre. De loin, c'est impossible de reconnaître quoi que ce soit d'humain. Et vous voulez savoir le plus flippant? La chose le suit. Une fois rentré chez lui, il se rend compte que sa famille n'est pas là. Il est loin d'être rassuré, alors il part dans sa cabane, le seul endroit où il peut mettre la main sur une arme. Mais il est déjà trop tard. Le lendemain matin, Will est introuvable, alors son frère Jonathan et sa mère Joyce s'inquiètent énormément. Elle va donc voir Hopper, le shérif de la ville, pour lui expliquer la situation. Mais vu qu'il ne se passe jamais rien de grave à Hawkins, les policiers sont des énormes chômeurs. En gros, ils font absolument rien de leur journée. Une fois dans le bureau, Hopper rassure Joyce. D'après lui, quand un enfant disparaît, il y a 99% de chances qu'on le retrouve chez l'un de ses parents. Il pense donc que Will est peut-être chez son père à Indianapolis. Alors le policier commence à mener l'enquête. Il fouille la forêt, interroge tous ses amis, mais malheureusement il ne va pas dans la bonne direction parce que les problèmes sont bien plus proches qu'il ne l'imagine. Il se trouve en ville et surtout dans le laboratoire d'Hawkins. À l'intérieur, on y retrouve le Dr Brenner. Il mène des expériences autour d'un portail vraiment étrange et il est prêt à tout pour retrouver une fille mystérieuse qui s'est échappée. Elle n'a pas pu aller bien loin. En ville, la disparition de Will est tellement inquiétante que l'affaire devient la priorité numéro 1. Le reste de la bande est bien décidé à le retrouver. Mike, Lucas et Dustin le Goat partent en expédition dans la forêt pour essayer de le localiser. Mais en chemin, ils tombent nez à nez face à la fille que le Dr Brenner recherche. Ils découvrent qu'elle s'appelle Eleven et décident de la cacher dans la maison de Mike. Très vite, ils comprennent deux choses. La première, elle est en danger et la seconde, elle connaît Will. Quand sa mère arrive, Mike n'a pas le choix. Il cache sa nouvelle amie dans l'armoire. Elle se retrouve seule dans le noir et les mauvais souvenirs refont surface. À travers un flashback, on apprend qu'elle était utilisée comme un cobaye dans le laboratoire. Et ce n'est pas pour rien. Eleven a des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Elle révèle ensuite au garçon que Will est en danger. Sa disparition est donc bien plus inquiétante que prévu. Surtout qu'à Hawkins, les absences inexpliquées s'enchaînent. Il y a aussi le cas de Barbara, la meilleure amie de Nancy. Elle accompagne sa pote à une soirée chez Steve, un gars populaire du lycée, et n'arrive pas à comprendre pourquoi Nancy est amoureuse de lui. Et vu que l'ambiance est un peu tendue entre les deux, Barbara décide de rester seule de son côté. Mais malheureusement pour elle, elle est téléportée dans un monde alternatif où un monstre la dévore. De son côté, Joyce devient complètement parano. Elle installe des guirlandes absolument partout dans la maison, persuadée que son fils essaye de communiquer avec elle et qu'il est tout proche. Et le plus fou, c'est qu'elle a raison. On dirait que quelque chose bouge dans la pièce sans vraiment être là. Mais pendant ce temps, Hopper et la police retrouvent le corps du garçon au fond d'un lac. Quand la nouvelle tombe, ses amis sont dévastés. Joyce refuse tout simplement d'y croire et passe pour une cinglée. Surtout quand on la voit assise sur son canapé avec une hache à la main. De son côté, Eleven continue de dire qu'elle sait où est Will, mais personne ne la croit jusqu'au moment où elle le prouve. Grâce à ses pouvoirs, on entend le garçon chanter dans un talkie-walkie. Mais Will n'entend pas la bande, donc pour rentrer en contact avec lui, il faut une radio beaucoup plus puissante. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a une dans le club audiovisuel du collège. Une fois sur place, ils se rendent dans la salle. Mais leur professeur, Monsieur Clark, les croise dans les couloirs et insiste pour qu'ils assistent à une cérémonie en la mémoire de Will. Malheureusement pour eux, ça se passe très mal. Ils s'embrouillent avec les brutes du collège qui se moquent de Will pendant son hommage. Alors pour se venger, Eleven utilise ses pouvoirs sur l'un d'eux et il finit par se faire pipi dessus. Et suite à ça, ils se rendent enfin à la radio puis parviennent à capter une conversation entre Will et Joyce. Pour la première fois, elle parle directement à son fils. On dirait qu'il est coincé derrière un mur comme s'il se trouvait dans une dimension parallèle. Ça veut dire qu'il est vivant, ce qui est rassurant, mais prisonnier quelque part entre deux mondes, ce qui est moins rassurant. Au lycée, Nancy s'inquiète énormément pour Barbara, mais Steve s'en fout complètement. Du coup, elle se rapproche de Jonathan et ensemble ils enquêtent sur la disparition de son ami, car sur des photos, ils repèrent une silhouette assez étrange et sans visage. Pendant ce temps, Hopper commence à avoir de sérieux doutes lui aussi. Il se rend compte qu'il y a vraiment des choses bizarres dans le laboratoire national. Il vérifie alors le corps de Will chez le médecin légiste et comprend que c'est un faux. De retour chez Mike, les garçons comprennent qu'il y a une version alternative de leur ville, le monde à l'envers. Alors Dustin a une idée de génie. Il remarque que les boussoles sont déréglées à cause d'une perturbation du champ magnétique. Donc s'ils suivent la direction des aiguilles, ils pourraient tomber sur un portail qui mène directement au monde à l'envers. Mais Eleven sabote leur mission parce qu'elle a peur de retourner là-bas. C'est la preuve qu'elle en sait beaucoup plus que les garçons. Lucas veut la dégager du groupe et Mike continue de la défendre. Alors ils se disputent et tout le monde se sépare. Peu de temps après ça, Nancy et Jonathan
part dans la forêt pour chercher ce qui a causé la disparition de Barbara. En explorant, Nancy tombe sur une ouverture vers le monde à l'envers. Elle décide alors de rentrer dedans pour voir ce que c'est, mais frôle la mort et tombe nez à nez avec une créature terrifiante, le démon Gorgon. Heureusement pour elle, Jonathan la sort de là et lui sauve la vie. Le lendemain, Eleven est seule et commence à faire n'importe quoi avec ses pouvoirs. En faisant ça, elle se met clairement en danger parce que les scientifiques peuvent la retrouver très facilement. Alors les garçons se réconcilient. Lucas va au labo pour essayer de récupérer Will dans le portail alors que Dustin et Mike partent à la recherche d'Eleven. Mais en essayant de la retrouver, ils tombent nez à nez sur les brutes du collège. Ils veulent clairement se venger de ce qui s'est passé pendant la cérémonie de Will. Ils menacent alors Dustin avec un couteau et forcent Mike à se jeter du haut d'une falaise. Il est obligé d'obéir, alors il saute, mais Eleven arrive juste à temps pour le sauver grâce à ses pouvoirs. Comme elle a beaucoup utilisé ses pouvoirs, elle s'épuise et finit par s'évanouir. Dans cet état, elle a une vision de son passé, à l'époque où elle servait de cobaye dans le laboratoire. On découvre alors qu'elle était enfermée dans des caissons d'isolation qui lui permettaient de voir des choses à distance. Pendant l'une de ces expériences, elle se retrouve face à un démon Gorgon. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est elle qui a accidentellement ouvert le portail vers le monde à l'envers. Alors après cette révélation, ils décident tous de rentrer chez Mike pour se reposer. Mais les monstres sont loin d'être la seule menace, parce qu'au même moment, Lucas contacte ses amis. Des agents sont sortis du laboratoire et se lance à la poursuite d'Eleven. La maison de Mike se retrouve complètement encerclée par le gouvernement. Les enfants s'enfuient alors à vélo et trouvent refuge dans une décharge. Mais très vite, un hélicoptère commence à survoler la zone, alors ils se planquent tous dans un vieux bus pour lui échapper. L'endroit est vite cerné et des hommes peuvent les attaquer à tout moment. De son côté, Hopper continue de suivre la trace d'Eleven depuis qu'il a découvert que le corps de Will était un faux. Il s'allie avec Joyce, Jonathan et Nancy, puis finit par retrouver les enfants juste à temps pour les sauver. Une fois réunis, il décide de partir à la recherche de Will. Il fabrique alors un caisson d'isolation dans le gymnase de l'école pour que Eleven puisse le localiser dans le monde à l'envers. À l'intérieur, elle découvre le corps de Barbara, mais surtout, elle réussit à localiser Will. Il est caché dans sa cabane, mais son état est critique. Il ne tiendra pas longtemps. Donc Joyce et Hopper se rendent dans le laboratoire national. Ils veulent traverser le portail pour sauver Will. Seulement, l'endroit est giga protégé et ils se font directement arrêter. Mais en réalité, tout ça faisait partie de leur plan, car ils passent un deal avec les scientifiques. S'ils peuvent entrer dans le monde à l'envers pour sauver Will, ils promettent de ne rien révéler sur ce qu'ils ont découvert. Brenner accepte parce qu'il est persuadé qu'ils vont mourir là-bas et qu'ils ne pourront jamais révéler les secrets sur ses expériences. De leur côté, Jonathan et Nancy veulent aussi passer à l'action. Ils sont chez les Byers et préparent une attaque contre le monstre. Et vu que c'est une bête carnivore, ils l'attirent avec du sang et se tiennent prêts à intervenir. Sauf que Steve tape l'incruste. Nancy et lui sont toujours censés être ensemble et il choisit le pire moment pour s'expliquer avec elle. Il se retrouve carrément à affronter le démon Gorgon, découvre toute la vérité sur le monde à l'envers sauf Jonathan et le monstre finit piégé dans un piège à ours. Donc au final, il est pas si méchant que ça. Alors qu'il s'apprêtait à l'achever, la bête disparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont eu. La créature est simplement retournée dans son monde pour fuir une mort certaine. Pendant ce temps-là, les enfants sont totalement isolés et les agents du labo encerclent tout le collège. Cette fois-ci, ils ne peuvent plus s'échapper. Alors Eleven élimine plusieurs soldats. Mais le sang attire encore le démon Gorgon. Le monstre sort une nouvelle fois du monde à l'envers parce qu'il est sur la piste de nouvelles proies. Grâce à cette diversion, Joyce et Hopper parviennent à retrouver Will sain et sauf. Ils vont enfin pouvoir le ramener à la maison. Dans le monde réel, les garçons sont en grand danger. Eleven est épuisée et personne peut les aider. Alors que tout semble perdu, elle utilise ses dernières forces pour affronter le monstre une dernière fois et le fait exploser. Puis dans un éclair, elle disparaît avec lui. Un mois plus tard, tout semble être rentré dans l'ordre. Ou presque, parce que Will, lui, commence à recracher des limaces assez étranges. Environ un an après tous ces événements, les garçons reprennent leur habitude et continuent à jouer ensemble à la salle d'arcade. Mais un jour, quelqu'un bat leur meilleur score. Cette joueuse s'appelle Max. C'est une nouvelle au collège et elle est arrivée avec son frère Billy. À peine arrivés en ville, ils attirent déjà l'attention de tout le monde. Mais les plus gros changements se passent chez les Byers parce que Joy se met en couple avec Bob. Quant à Will, il passe beaucoup de temps au labo pour réaliser des tests. Depuis la disparition mystérieuse du docteur Brenner, c'est un nouveau docteur qui est aux commandes. Il essaye d'aider le garçon qui a toujours des visions du monde à l'envers. En plus de veiller sur lui, le docteur mène aussi des expériences un peu bizarres. Le portail est toujours ouvert, alors il le brûle régulièrement pour éviter qu'il devienne une menace. Mais tout ce qui vient du monde à l'envers n'est pas forcément mauvais, parce que Eleven est de retour. Depuis son affrontement contre le démon Gorgon, Hopper est devenu son père adoptif en secret. Elle vit cachée dans une cabane au fond des bois et le shérif lui apprend plein de choses vu qu'elle ne peut pas aller à l'école. Tout l'inverse des garçons parce que eux retrouvent leur routine. Mais un événement vient secouer tout ça, la fête d'Halloween. Alors Dustin et Lucas veulent en profiter pour
inviter Max à rejoindre leur bande pour passer la soirée ensemble. J'ai pas peur de le dire, il tombe carrément amoureux d'elle. En vrai, ils ont raison parce qu'elle passe vraiment pour la fille cool du lycée avec son grand frère Billy. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est qu'il est complètement fou, ultra violent et imprévisible. Au final, la soirée commence. Max sort de nulle part et fait peur à tout le monde. Elle accepte alors de faire la chasse aux bonbons avec le groupe, ce qui surprend beaucoup les garçons. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à s'amuser parce que Nancy va aussi à une soirée. Et elle se sent toujours mal à cause de la disparition de Barbara. Du coup, elle essaye d'oublier tous ses problèmes dans l'alcool et part en roue libre. Elle rompt définitivement avec Steve parce qu'elle lui interdit de parler de ce qui est arrivé à son ami. Et en vrai, je peux le comprendre, si elle fait ça, le gouvernement les tuerait sans hésiter. Et un peu plus tard, Will se confie à Mike. Il lui raconte ses visions sur le monde à l'envers. Dans ses cauchemars, une créature immense, une genre d'ombre gigantesque semble observer. C'est tellement terrifiant qu'il commence à douter et se demande si tout ça est vrai ou alors juste dans sa tête. Et il a raison d'avoir des doutes. Le lendemain, Dustin trouve une créature chez lui. Il s'y attache rapidement et l'appelle Dart. Une fois au collège, il la présente à toute la bande. Personne ne sait ce que c'est, ça ne ressemble à aucun animal connu. Sauf qu'en voyant ça, Will comprend que c'est les limaces qui recrachaient, donc ça vient forcément du monde à l'envers. En plus, le truc grossit tellement vite qu'il finit par s'échapper. Alors ils se précipitent tous à sa recherche. Dustin le retrouve en premier à l'intérieur des toilettes. Mais vu qu'il est déjà attaché à lui, il le cache sous sa casquette et fait croire à ses amis qu'il ne l'a pas retrouvé. C'est super irresponsable parce qu'il ne sait toujours pas ce que c'est et en plus ça grandit à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, Will se retrouve seul puis commence à avoir une nouvelle vision. Celle-ci dure plus longtemps que d'habitude parce qu'il court un grand danger. Sauf que cette fois-ci, il en a marre de fuir et veut affronter le monstre. Malheureusement pour lui, ça ne marche pas du tout. La chose l'attrape et pénètre à l'intérieur de lui. Dans la réalité, ses amis sont paniqués parce qu'on dirait qu'il a une simple crise. Joyce arrive alors sur place pour essayer de le sauver mais panique à son tour. Finalement, Will ouvre les yeux, mais très vite sa mère comprend qu'il n'est pas vraiment lui-même. Le garçon n'arrive même pas à expliquer comment il se sent, alors il se met à dessiner pour faire passer des messages à Hopper et Joyce. Quand on réunit les gribouillis, ça ressemble étrangement à des plantes grimpantes. Alors Hopper a un déclic, il comprend le message de Will puis quitte la maison des Byers pour se rendre dans les champs de la ville. En creusant sous des plantes infectées, il découvre un réseau de tunnels gigantesques liés au monde à l'envers. Mais comme il travaille tout le temps, il oublie presque qu'il a une fille. De son côté, Eleven s'ennuie, alors elle décide de fouiller la cabane dans laquelle elle est cachée. À un moment, elle met la main sur un carton, puis découvre des documents secrets sur son passé et apprend la vérité sur sa véritable identité. Le choc est énorme. Alors suite à ça, elle décide de fuguer pour rejoindre sa mère. Une fois arrivée devant la maison, une femme l'accueille et lui explique qu'elle est incapable de parler. Alors Eleven tente une autre approche. Elle entre dans son esprit puis voit une autre petite fille. Et ce qu'elle découvre dans ses flashbacks l'intrigue tellement qu'elle décide de la retrouver. De son côté, Nancy veut toujours révéler ce qu'elle sait sur le monde à l'envers. Elle en parle alors à Jonathan et tous les deux vont voir Murray, un enquêteur un peu fou mais très intelligent. Murray est clair, s'il raconte la vérité telle qu'elle, personne ne les croira. Alors il décide de modifier un peu l'histoire et d'inventer une version plus crédible. Un scandale autour d'une toxine qui s'est échappée du labo et qui aurait provoqué la mort de la meilleure amie de Nancy. Barbara n'est pas la seule victime du monde à l'envers. Hopper est lui aussi en danger. En creusant, il est tombé sous les champs et n'a pas réussi à remonter à la surface. Pris au piège par des lianes, il risque de mourir si personne n'intervient. Heureusement pour lui, les Byers ont remarqué son absence. Alors ils partent à sa recherche avec les gens du labo puis arrivent juste à temps pour le sauver. Ils libèrent tout le monde et commence à tout brûler. Mais en faisant ça, il blesse directement Will qui refait une crise. Les scientifiques du labo l'emmènent alors en urgence au laboratoire. À son réveil, on découvre qu'il est complètement relié au monde à l'envers. Donc s'ils détruisent le portail, Will mourra aussi. Pendant ce temps, Dustin et Steve préparent un piège pour se débarrasser de Dart. Depuis qu'ils ont découvert que la créature vient du monde à l'envers, la situation a empiré. Dart s'est échappé de chez Dustin. Maintenant, il est encore plus gros et encore plus grand. Il fait presque la taille d'un chien, voire d'un loup. C'est devenu une vraie menace pour tout le monde, alors il faut l'éliminer à tout prix. En chemin, ils croisent Lucas et Max, alors ils font tous équipe et mettent en place le plan de Dustin. D'ailleurs, Max fait maintenant partie de l'équipe, elle est au courant de tout ce qui s'est passé avec le monde à l'envers, Will et j'en passe. Mais revenons sur le plan du GOAT, sa stratégie est simple. Il veut attirer Dart avec de la viande, verser de l'essence dessus, puis y mettre le feu une fois qu'il commence à la manger pour le brûler vif. Une fois la nuit tombée, rien ne se passe comme prévu. Plusieurs démo-chiens apparaissent et personne ne s'y attendait. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils comprennent que Dart n'est pas le seul monstre, parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont à deux doigts de se faire dévorer, mais bizarrement les monstres les ignorent et repartent.
C'est là qu'on comprend. Tout vient de Will qui n'est plus conscient de ce qu'il fait. Il est désormais contrôlé par le monstre et lui sert d'espion dans le monde réel. À travers lui, tous les démo-chiens sont guidés vers le laboratoire pour se venger de tout le mal que les scientifiques ont fait au monde à l'envers. Au même moment, Eleven est sur la piste de la fille qu'elle a vue dans les visions de sa mère. Son enquête l'amène jusqu'à une grande ville où elle fait la rencontre d'une jeune fille au pouvoir surnaturel comme elle. Cette sœur possède des capacités un peu différentes de ceux d'Eleven. En gros, elle peut créer des illusions. Elle vit avec un petit groupe qu'elle considère comme sa famille et propose à Eleven de les rejoindre. Chose qu'elle accepte et pendant un court instant, la jeune fille trouve sa place parmi eux. Mais elle réalise rapidement que le gang mène une vie dangereuse. Ils commettent des crimes et sont même recherchés par la police. Alors elle décide de partir et de retourner à Hawkins pour aider ses amis car elle sent qu'un danger les menace là-bas. Pendant ce temps, au laboratoire, c'est le chaos total. Le monstre qui contrôle Will attire tous les démo-chiens du monde à l'envers et commence à envahir les lieux. Donc pour éviter ça, Joyce endort son fils. Et comme si ça suffisait pas, le courant saute. Impossible d'ouvrir les portes sans électricité. Alors le petit ami de Joyce se propose pour aller rétablir tout ça. Il part donc seul et parvient à atteindre la salle de contrôle. Grâce à lui, toutes les portes du labo peuvent enfin être ouvertes. Mais sur le chemin du retour, il est repéré par un démo-chien. Il tente de fuir, mais il est déjà trop tard. Alors que tout le monde s'apprête à partir, il le voit mourir sous leurs yeux, sans rien pouvoir faire. À l'extérieur du labo, Jonathan et Nancy retrouvent une partie du groupe et arrivent juste à temps pour les sauver. De son côté, Hopper croise les autres puis les fait monter dans sa voiture pour échapper aux créatures. Suite à ça, ils se réfugient tous en urgence chez les Byers. Une fois en sécurité, les garçons comprennent que Will est sous l'emprise du monstre de l'ombre. Ils lui donnent même un nom, le flagelleur mental, et pensent avoir une solution pour le vaincre. Pour commencer, il faut priver Will de tout repère pour que le monstre ne puisse plus savoir où il se trouve. Plus de repères, plus de lien avec la créature car sans ces infos, elle est aveugle et incapable d'envoyer les démo-chiens à l'attaque. Alors il tapisse la cabane des Byers avec des draps blancs, réveille Will et le maintient sous une lumière pour empêcher le monstre de localiser l'endroit. Malgré le fait qu'il soit complètement possédé, Will parvient à transmettre un message codé. Il faut fermer le portail. Mais pile à ce moment-là, le téléphone sonne et ça suffit pour que le flagelleur mental comprenne que Will est chez lui. Résultat, les créatures foncent droit sur la maison. Alors tout le monde se prépare à se battre, prêt à se défendre. Quand soudain un corps de démon-chien est projeté par la fenêtre. La porte s'ouvre toute seule, la bande retient son souffle puis s'attend à combattre un nouveau monstre. Mais à la place, c'est Eleven qui réapparaît, prête à les aider. Après les retrouvailles, Mike est énervé contre Hopper. Il lui en veut d'avoir caché Eleven tout ce temps. Et comme si ça suffisait pas, à peine de retour, elle doit déjà refermer le portail du laboratoire. Ils établissent alors un plan puis se séparent en plusieurs groupes pour le réaliser. Une partie vont à la cabane cachée de Hopper pour s'occuper du flagelleur mental à l'intérieur de Will. Et comment, vous allez me dire? Eh ben c'est tout simple. Vu que le monstre déteste la chaleur, ils vont chauffer la pièce au maximum pour le forcer à sortir du corps du garçon. Hopper et Eleven vont au laboratoire pour refermer le portail et les plus jeunes n'ont qu'une seule consigne à respecter, rester à la maison. Finalement, ils décident de désobéir aux adultes et d'attirer les démo-chiens sous les champs pour laisser Eleven et Hopper agir tranquillement. Sauf que les choses se compliquent. Billy est à la recherche de Max et finit par débarquer chez les Byers pour vérifier si elle est là. Le ton monte entre lui et les autres puis finissent par se battre. Steve est dans un mauvais état, mais heureusement pour lui, Max réussit à maîtriser son frère avec une seringue remplie de somnifères. Suite à ça, la bande en profite pour lui voler sa voiture et fonce vers l'entrée du tunnel que Hopper avait découvert. Une fois dans le souterrain infecté, leur mission est simple, tout brûler sur leur passage. Et la diversion est super efficace. Déjà, le flagelleur mental quitte définitivement le corps de Will. Puis les démo-chiens abandonnent le portail pour aller défendre les tunnels attaqués par les autres. De son côté, Eleven repense à tous ses mauvais souvenirs pour rassembler ses forces. Et ça marche, elle réussit à refermer la brèche. Le lien avec le monde à l'envers est enfin coupé, la victoire est totale, tout ça est enfin terminé. Un mois plus tard, le laboratoire d'Hawkins ferme ses portes suite aux révélations de Nancy et Murray. Eleven doit encore garder ses pouvoirs secrets, mais elle peut enfin vivre normalement. Elle va même au bal d'hiver où elle partage une danse avec Mike, pendant que Max et Lucas se rapprochent eux aussi. Mais des choses bien plus importantes que des histoires d'amour les attendent. Un an plus tard, les Russes essayent en secret de réouvrir un portail vers le monde à l'envers. Leur machine consomme énormément d'énergie, mais ils y sont presque. Malgré tout leur effort, les Russes n'arrivent pas à l'ouvrir. Alors les scientifiques comprennent qu'il en manque qu'une seule chose pour y arriver.
un meilleur emplacement. Ils prennent donc une décision radicale, construire un laboratoire secret sous la ville de Hawkins. Pourquoi là-bas? Parce que vu tout ce qui s'est passé, la ville est déjà liée et plus proche du monde à l'envers. Donc ça serait beaucoup plus simple de faire leur expérience là-bas. Pendant ce temps, les enfants ont grandi. Ils sont devenus des ados normaux. Ils traînent au nouveau centre commercial, vont faire les boutiques, mangent des glaces, bref, la belle vie quoi. Ils vont même au cinéma pour regarder mes vidéos. Alors t'attends quoi pour t'abonner et faire comme eux? Pendant leur séance, Will a un mauvais pressentiment. Il sent une présence, comme si quelque chose du monde à l'envers était revenu. Et il a raison, le flagelleur mental est toujours là, mais sous une autre forme. Même si Eleven a fermé le portail, il a survécu. Il se cache maintenant dans une usine abandonnée, attire tous les rats de la ville, puis les tue pour reprendre des forces. Au même moment, le GOAT rentre des vacances. Il annonce à tout le monde qu'il a une petite copine qui s'appelle Suzy et qu'il aimerait leur présenter avec la radio qu'il a construite. Alors les autres le suivent, puis montent la radio pour communiquer avec elle. Sauf qu'il ne capte rien, personne ne le croit et tout le monde s'en va. Et c'est là que tout bascule. Au lieu d'entendre la voix de sa copine, Dustin capte un message codé en russe. Un peu plus tard, Billy passe juste à côté de la cachette du flagelleur mental sans même le savoir. Il est censé aller à un rencard avec la mère de Mike, mais sur la route, il a un accident. Il s'arrête pas loin d'une vieille usine abandonnée, descend pour jeter un œil à sa voiture, et là, sans prévenir, une tentacule sort de nulle part puis l'attaque. Il est traîné de force à l'intérieur du bâtiment, mais bizarrement, le monstre le relâche. Après cet événement, Billy n'est plus lui-même, et on comprend que quelque chose ne va pas avec lui. Il se sent tellement mal qu'il commence même à avoir des hallucinations. Alors pour se calmer, il décide de prendre une douche, mais une maître nageuse le surprend. Elle s'inquiète pour lui et lui demande s'il va bien. Mais vu que Billy n'est plus lui-même, il l'assomme, l'enlève puis la ramène au monstre. Le lendemain, Eleven se dispute avec Mike. Alors elle commence à se rapprocher de Max et très vite ils deviennent inséparables. Elle passe même une soirée pyjama ensemble et utilise les pouvoirs d'Eleven comme un jouet pour espionner les gens à distance. À un moment, on se décide de faire ça sur Billy. Mais la vision qu'elle a est tout sauf normale. Elle entend des cris, des hurlements, bref, quelque chose cloche. Les deux filles sont inquiètes, alors elles retournent chez Max puis décident de fouiller la maison pour voir s'il se passe quelque chose de bizarre. En fouillant, elles mettent la main sur un sifflet taché de sang, ce qui les met directement sur la piste de la maître nageuse disparue plus tôt dans la journée. Alors Max et Eleven décident d'aller voir ses parents pour vérifier si tout va bien. Une fois arrivés sur place, elles la retrouvent encore en vie et en plus juste à côté de Billy. Même si le comportement du garçon est bizarre parce qu'il est gentil alors que d'habitude non, tout a l'air normal. La maître nageuse est là, elle parle, elle dit qu'elle va bien, alors les filles ne se posent pas plus de questions et repartent. Sauf qu'en réalité, Billy est clairement possédé. Pire encore, il a infecté sa collègue. Ensemble, ils se débarrassent des parents de la fille puis les livrent aux monstres sous l'usine. De leur côté, les garçons réalisent que Will est toujours connecté au monde à l'envers. Ils comprennent alors que le flagelleur mental est de retour et déclenchent immédiatement un code rouge. Suite à ça, ils s'allient avec les filles pour tendre un piège à Billy dans le but de vérifier s'il est sous l'emprise du monstre. Ils l'enferment alors dans un sauna et testent sa réaction avec la chaleur. Billy pète littéralement un plomb, puis il finit par se libérer de force. Eleven est la seule à pouvoir le tenir tête, alors un combat éclate entre les deux. L'affrontement est serré, mais elle réussit à le faire fuir de justesse grâce à ses pouvoirs. La bande a pris un risque énorme, mais c'est un mal pour un bien parce que c'est grâce à ça qu'ils comprennent que Billy est bel et bien sous l'emprise du flagelleur mental. Nancy et Jonathan commencent eux aussi à avoir des doutes sur ce qui se passe en ville. Ils sont stagiaires dans un petit journal, mais personne ne les prend au sérieux. Pourtant, ils tombent sur une affaire vraiment étrange avec des rats complètement fous. En menant l'enquête, ils découvrent que ces animaux sont en fait utilisés comme nourriture par le flagelleur mental pour reprendre des forces. Ils rendent même visite à une témoin, mais la situation dégénère rapidement parce qu'elle se met à manger de l'engrais avant d'être transportée à l'hôpital. Aucun doute possible, elle est aussi possédée. Et ça commence à faire beaucoup. Entre Billy, la maître nageuse et maintenant cette vieille dame, ça prouve qu'il y a plusieurs personnes possédées en ville. Pendant ce temps, Dustin décide d'aller voir Steve pour lui parler du message crypté qu'il a intercepté. L'ancien roi du lycée a bien changé. Il bosse maintenant dans une boutique de glace pour l'été. Et il doit supporter sa collègue Robin qui passe son temps à le vanner. Mais malgré tout ça, elle est très intelligente parce que c'est grâce à elle qu'ils réussissent à décrypter le message codé. On a notre première phrase. Peu à peu, ils se rendent compte que le message est bien plus qu'un simple code, c'est une sorte de chasse au trésor. Chaque phrase fait référence à des boutiques du centre commercial. En suivant les indices, ils finissent par tomber sur une entreprise ultra sécurisée, bien trop pour être normal. Il se passe clairement quelque chose de bizarre, ils cachent peut-être une base secrète ou un truc du genre. Robin propose alors un plan pour s'infiltrer. S'ils ne peuvent pas passer par la porte, ils peuvent peut-être passer par les conduits d'aération. Mais le problème c'est que c'est beaucoup trop étroit. Alors ils font appel à Erika, la petite sœur de Lucas, pour se glisser à l'intérieur. Elle se faufile dans le conduit, arrive dans un entrepôt puis ouvre la porte aux autres pour qu'ils se regroupent. Une fois à l'intérieur
l'intérieur du dépôt, ils fouillent les lieux et tombent sur d'étranges colis remplis de produits chimiques. Mais très vite, ils se rendent compte que toute la pièce est en réalité un ascenseur. Ils se déclenchent d'un coup, les emmènent aux profondeurs puis se retrouvent dans une immense base cachée sous la ville, sans aucun moyen de sortir. Et vu qu'ils n'ont plus le choix, ils doivent continuer à avancer. En chemin, ils découvrent que la base est remplie de soldats russes armés jusqu'aux dents. Et ce n'est pas tout, ils finissent par tomber sur des salles de test où les soviétiques tentent d'ouvrir un portail vers le monde à l'envers. D'ailleurs, les enfants ne sont pas les seuls à être au courant pour les Russes à Hawkins. De son côté, Joyce commence à s'inquiéter parce que ses aimants tombent tout seuls du frigo sans aucune raison. Alors elle sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle va donc voir le professeur de sciences et lui parle d'une possible perturbation du champ magnétique. Et comme Joyce n'est pas du genre à rester les bras croisés, surtout quand ça parle des expériences secrètes, elle part enquêter. Elle embarque alors Hopper avec elle pour fouiller les ruines du vieux laboratoire d'Hawkins. Sans surprise, il y a rien du tout. Ou presque, parce que l'endroit est censé être abandonné depuis presque 1 an. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, Hopper entend un bruit. Du coup, il s'approche puis se fait violemment attaquer par un inconnu. Bro pense être Terminator. Un peu plus tard, le shérif se rappelle avoir déjà vu ce motard à la mairie. Il retourne donc voir le maire de Hawkins pour lui demander qui c'est. Sauf que le maire lui ment. Alors Hopper perd patience, le frappe et le chef de la ville finit par dire tout ce qu'il sait sur l'inconnu. On apprend que le motard travaille pour le nouveau centre commercial et qu'il veut racheter des terrains pour l'agrandir. Suite à leur mini-enquête, ils finissent par arriver devant une maison achetée par les soviétiques. À l'intérieur, ils découvrent des scientifiques qui travaillent discrètement avec le motard et qui se révèlent être un tueur à gages. Le gars est une vraie machine à tuer. Alors Joyce et Hopper n'ont pas le choix. Ils prennent la fuite avec le scientifique pour qu'il les aide à comprendre la situation. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas parler russe. Alors ils se rendent chez Murray, la seule personne dans le coin capable de leur faire la traduction. Le scientifique, lui, n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de les aider parce que si ses collègues le retrouvent, il passera pour un traître. Alors il leur révèle tous les plans de la base militaire, puis leur parle même du portail vers le monde à l'envers. En entendant ça, Joyce et Hopper sont super inquiets, alors ils veulent retrouver leur enfant au plus vite. Pendant ce temps, du côté de Dustin, les choses se compliquent parce que leur groupe est repéré par les soldats. Steve et Robin se font alors capturés pendant que Dustin et Erika parviennent à s'échapper dans les conduits d'aération. Les Russes n'arrivent pas à comprendre comment ils sont arrivés ici, alors ils veulent des réponses et passent à la manière forte. Ils droguent Steve et Robin, les interrogent et tentent de leur faire avouer pour qui ils travaillent. Heureusement pour eux, Dustin arrive juste à temps pour les sauver. Le groupe réussit même à s'échapper par l'ascenseur et remonte à la surface. Mais ils ne sont pas sortis d'affaire, les soldats sont à leur trousse et les poursuivent à travers le centre commercial. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan retournent voir la vieille dame à l'hôpital. Vu qu'elle est reliée au flagellant mental, ils espèrent qu'elle pourra les mener jusqu'à lui. Sauf que leur ennemi s'y attendait. À peine arrivés à l'hôpital, ils se retrouvent face à des humains possédés qui leur barrent la route. Ils finissent même par fusionner ensemble pour devenir un monstre de chair géant. Nancy n'a aucune issue et passe à 2 doigts de la mort, mais Eleven bat la créature assez facilement. Malgré tout ça, ils ne savent toujours pas où se cache le flagellant mental. C'est un retour à la case départ. Alors on se décide d'explorer l'esprit de Billy. Elle plonge dans ses souvenirs puis espère y trouver un indice. Une fois dans ses souvenirs, on comprend enfin pourquoi il est aussi violent avec Max. C'est tout simplement parce qu'il a été séparé de sa mère et a grandi avec un père très violent. En explorant sa mémoire, Eleven tombe sur un souvenir très récent, lié à une usine, puis comprend que c'est là-bas que le flagellant mental se cache. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette vision fonctionne dans les deux sens. Billy la voit aussi. Maintenant, le monstre sait exactement où elle se trouve et ne va pas tarder à arriver. Le moment d'y mettre fin. Oui, nous allons tous t'anéantir. Il se barricade dans la maison, mais la créature ne perd pas de temps. Elle fonce droit sur eux et attaque violemment. Eleven arrive à l'arrêter, ce qui leur permet de fuir en voiture, mais sa jambe est gravement blessée. Il s'arrête alors en urgence dans une station pour la soigner, pendant que Lucas lui fait le plein de feux d'artifice ultra puissants. Après ça, il fonce au centre commercial pour retrouver les autres. Sur place, les Russes ont déjà pris le contrôle des lieux. Toutes les sorties sont surveillées, Dustin et les autres sont à 2 doigts de se faire capturer. Mais alors que tout semble perdu, le groupe d'Eleven débarque juste à temps et leur sauve la vie. De leur côté, Joyce et Hopper cherchent les enfants à la fête foraine, mais ils finissent par se faire repérer et les lieux sont encerclés par des agents du KGB. De son côté, Murray se balade tranquillement avec son nouveau pote, le scientifique russe. D'ailleurs, il est loin d'être méchant, c'est clairement le GOAT et c'est l'un de mes persos préférés. Et n'hésitez pas à me dire votre top 3 dans les commentaires, je suis curieux de voir votre classement. Sauf qu'à un moment, il le laisse seul, et c'est là que tout bascule. Le tueur à gages arrive puis en profite pour lui tirer une balle en plein cœur. Heureusement, Hopper entre en action. Il attire les tueurs dans une attraction de la fête, assomme le premier, lui vole son arme puis arrive à neutraliser le plus dangereux. Juste après, il vole un talkie-walkie et intercepte une communication des enfants au centre commercial. Grâce à ça, il les retrouve rapidement à Starcourt. Mais la situation est critique. Eleven est blessé et ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Alors s'ils veulent vaincre le flagellant mental, il faut fermer le portail que les Russes ont réouvert sous la ville. Alors les adultes se déguisent en soldats pour infiltrer la base ennemie, puis Dustin les guide à distance avec sa radio faite maison. Mais le temps presse. Les autres sont coincés
coincés dans les boutiques, le flagelleur mental est revenu plus fort que jamais. Et sans les pouvoirs d'Eleven, ils sont en grand danger. Alors le reste du groupe décide de créer une diversion pour attirer le monstre loin du centre commercial. Dans la base, Joyce et Hopper doivent récupérer 2 clés pour arrêter la machine. Mais un code ultra complexe bloque le coffre-fort. Heureusement, Dustin a une idée. Il appelle sa petite copine qui est super forte en maths pour lui demander la réponse. Mais Suzy ne compte pas lui donner aussi facilement. Elle veut quelque chose en retour, qu'ils chantent leur chanson préférée. Alors Dustin est obligé de chanter. Et j'ai pas peur de le dire, c'est l'une des meilleures scènes de toute la série. Une fois la chanson terminée, Suzy lui donne enfin le code et les autres ouvrent le coffre-fort sans problème. Avec les clés en main, ils foncent vers la salle des machines pour refermer le portail. Et ils y sont presque, mais au dernier moment, le tueur à gages revient. Alors Hopper l'affronte tout près du portail dans un dernier combat à mort. Le temps presse, Max, Mike et Eleven tentent de fuir, mais Billy les rattrape. Il attendait ce moment depuis longtemps. Il commence par assommer 11 et compte la donner au flagelleur mental qui est revenu au centre commercial pour aider Billy. Tout le groupe arrive pour l'arrêter. Lucas utilise ses feux d'artifice pour distraire le monstre, mais ça ne tiendra pas longtemps. Eleven est impuissante, alors elle tente une autre approche. Elle parle à Billy. Elle lui rappelle tous ses souvenirs d'enfance, tous les bons moments qu'il pensait avoir oubliés. Et ça marche. Billy reprend le contrôle, se rebelle contre le flagelleur mental et se sacrifie comme un héros. Juste après, Joyce n'a plus le choix. Elle déclenche l'explosion qui détruit la machine même si Hopper est juste à côté. Suite à cette bataille, le centre commercial est complètement détruit et Hopper a disparu. Mais le lien avec le monde à l'envers est enfin coupé. 8 mois plus tard, Eleven a déménagé avec Joyce et Will en Californie. Depuis la bataille de Starcourt, elle a totalement perdu ses pouvoirs. Dans son nouveau lycée, elle est une proie facile parce qu'un groupe d'élèves la harcèle. En plus, Mike et elle ne peuvent plus se voir aussi souvent qu'avant. À part Will, elle n'a presque personne sur qui compter. Et à ce propos, même à Hawkins, c'est pas la joie. Lucas s'éloigne de plus en plus de ses amis et à la place, il traîne avec les sportifs populaires du lycée comme par exemple Jason. Quant à Max, elle est toujours en train de digérer la mort de Billy. Donc toute la bande est séparée. Dustin et Mike se sentent plus seuls qu'avant. Heureusement pour eux, il y a le Hellfire. C'est un club de donjons et dragons dirigé par Eddie, un lycéen qui a énormément redoublé. Il est bizarre, mais pas méchant du tout. Malgré ça, il s'embarque dans une drôle d'affaire. La petite amie de Jason a de grosses migraines et des visions super flippantes. Du coup, elle va voir Eddie qui lui vend de la poudre magique. Ouais, un peu bizarre le remède. Mais quand il rentre dans son camping-car pour chercher un truc plus fort, elle se fait violemment tuer. Depuis le début, elle était possédée par une force maléfique venue du monde à l'envers. Vu qu'elle meurt chez lui, Eddie devient le suspect numéro 1. Et la police est loin d'être la seule chose qui le menace. Jason est furieux, il veut le retrouver lui-même pour le tuer. Et pense même que les joueurs de Donjons et Dragons sont tous des membres d'une secte. Les autres comprennent très rapidement que tout ça est lié au monde à l'envers. Nancy s'intéresse même à l'affaire vu qu'elle est toujours journaliste. Elle interroge alors l'oncle d'Eddie qui lui parle d'un tueur. On comprend grâce à lui que Eddie n'est pas le meurtrier parce qu'il y a quelques années de ça, une personne est morte exactement de la même façon que la copine de Jason. Mais le tueur n'est pas censé pouvoir agir vu qu'il est en prison. De leur côté, le groupe retrouve la planque d'Eddie et lui explique tout ce qui est arrivé à Hawkins jusqu'à maintenant. Ils donnent même un nom à cette nouvelle menace, Vecna. Mais leur ennemi a une longueur d'avance sur eux car un autre jeune est assassiné. De son côté, Mike a clairement choisi le pire moment pour partir en voyage. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans sa ville vu qu'il rejoint Eleven et la famille Byers en Californie. Mais même là-bas, ils ont des problèmes. Déjà, Joyce reçoit une demande de rançon, elle apprend que Hopper a survécu à l'explosion. Maintenant, les Russes l'enferment dans un goulag et un soldat appelé Enzo veut l'échanger contre 40 000 $. Pendant ce temps, les plus jeunes ont également plein de problèmes. Déjà, Jonathan ne sait même plus où il en est avec Nancy vu que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il sait pas s'ils sont toujours ensemble ou alors séparés. Mais au moins, il peut toujours compter sur son pote hippie pour lui donner des conseils. À côté de ça, Eleven passe sa meilleure soirée avec les garçons en faisant du roller. Mais les élèves qui la harcèlent au lycée sont là eux aussi. Et ils commencent à se moquer d'elle. Elle l'humilie même devant son petit ami, chose qu'elle vit très mal. Alors sur un coup de colère, elle frappe violemment l'une de ses harceleuses. En vrai, on va pas se cacher, c'est mérité. Malgré tout ça, Joyce devrait rester pour aider les enfants. Mais au lieu de ça, elle part en Russie avec Murray pour livrer la rançon et tenter de sauver Hopper. Elle laisse donc les enfants seuls au pire moment. Peu après, Eleven est arrêtée par la police à cause de ce qu'elle a fait à son agresseuse. Pendant l'interrogatoire, elle ne sait pas quoi dire. Elle paraît trop suspecte. Alors les agents décident de l'envoyer dans un centre pour mineurs. Mais contre toute attente, le Dr Owens débarque et la sort de là. Même si le laboratoire a été fermé, il continue ses activités scientifiques et cherchait Eleven depuis un moment.
ment. D'ailleurs, il sait exactement ce qui se passe à Hawkins. Il lui explique la situation et lui propose de participer à un nouveau programme. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'expérience comme avant, mais d'un moyen de l'aider à retrouver ses pouvoirs pour sauver ses amis, voire le monde entier. Alors sans hésiter une seule seconde, elle accepte l'offre. On apprend au même moment que toutes les victimes de Vecna avaient des syndromes post-traumatiques exactement comme Max. Donc ça veut dire qu'elle est en danger et que c'est une victime idéale pour leur ennemi. En Russie, Joyce arrive enfin à destination et fait la rencontre d'un passeur un peu louche. Au premier coup d'œil, il semble plutôt marrant, mais ce n'est qu'une façade. Au lieu de l'aider, il trahit Enzo et prévoit de garder la rançon pour lui tout seul sans respecter le moindre accord. Résultat, des soldats capturent puis enferment Hopper avec son seul allié. Quant à Joyce et Murray, il les drogue et une fois inconscient, il les attache dans son avion prêt à les livrer aux Russes. Pendant ce temps-là, deux agents sont envoyés par Owens pour tenter de protéger Mike, Jonathan et Will. Mais la maison des Byers se retrouve vite encerclée par l'armée parce qu'une partie du gouvernement pense que Eleven est une menace. Ils veulent donc s'enfuir de la maison mais ils n'ont pas de voiture. Heureusement pour eux, le pote de Jonathan arrive juste à temps avec sa camionnette pour les sauver. De leur côté, Nancy et Robin poursuivent leur enquête sur Vecna et partent interroger Victor Krill, le fameux tueur dont l'oncle Deddy avait parlé. Accusé d'avoir massacré sa femme et ses enfants, il est enfermé depuis des années. Quand les filles l'interrogent, il leur explique sa version des faits. Peu après leur arrivée à Hawkins, sa famille a commencé à vivre des choses vraiment étranges. Ils avaient de plus en plus de visions effrayantes et ils étaient persuadés qu'un démon hantait leur maison. Un soir, alors qu'ils étaient tous à table, la radio s'est allumée toute seule puis sans aucune raison, sa femme et sa fille sont mortes sous ses yeux. Exactement comme la petite amie de Jason. Il a bien failli y passer lui aussi, mais au dernier moment, il a entendu sa chanson préférée et c'est ça qui l'a sauvé. Quand les policiers ont découvert la scène, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils l'ont tout de suite arrêté puis l'ont pris pour le coupable. Grâce à ce témoignage, Nancy et Robin comprennent que la seule manière d'échapper à Vecna est d'écouter sa musique préférée. Cela permet aux victimes de se raccrocher à un souvenir positif et de se libérer de son emprise. Et c'est une info qui tombe pile au bon moment. Max est consciente qu'elle est en grand danger, alors elle se rend sur la tombe de Billy pour lui parler et essayer d'aller mieux. Mais des souvenirs sombres se réveillent, ce qui déclenche la possession de Vecna. Elle est à deux doigts d'y rester, jusqu'au moment où ses amis la sauvent en lui mettant sa cassette préférée. Toujours dans l'avion, Joyce et Murray sont ligotés, mais ils remarquent que le pilote ne peut pas les entendre. Il est juste trop concentré sur sa conduite, alors ils en profitent et défont leur lien. Puis grâce au talent au karaté de Murray, ils parviennent à maîtriser le traître avant qu'il ne soit trop tard. Mieux encore, ils le forcent à coopérer, comme quoi tout n'est pas encore perdu. Mike, Will, Jonathan et son pote échappent également au pire et prennent la route vers le Nevada pour rejoindre Eleven. De son côté, on s'apprête à tester un tout nouveau caisson d'isolation, le projet Nina. C'est une invention du Dr Brenner. Oui, apparemment il est toujours en vie et on sait pas trop comment. Grâce à cette machine, Eleven va pouvoir replonger dans ses souvenirs pour essayer de récupérer ses pouvoirs. À Hawkins, Eddie est seul et en danger. Jason et ses sbires sont toujours à ses trousses et ils sont à deux doigts de le retrouver dans sa planque. Impossible pour les autres de venir l'aider parce qu'ils sont occupés à explorer l'ancienne maison des Krill à la recherche de Vecna. C'est là-bas que le monstre se cache, mais dans le monde à l'envers. Alors Eddie se débrouille comme il peut et s'enfuit en barque. Mais comme il se fait repérer, Jason et l'un de ses potes partent à sa poursuite. Sauf que son ami commence à lui aussi avoir des visions. C'est la prochaine cible de Vecna. Peu après, la possession se déclenche et son corps disparaît dans les profondeurs du lac. Sous le choc, Jason abandonne sa chasse à l'homme. De leur côté, toute la bande revient de la maison des Krill et découvre ce qui s'est passé pendant leur absence. Grâce au talkie-walkie, ils reprennent contact avec Eddie et décident de se retrouver dans une vieille planque cachée dans la forêt de Hawkins. Mais sur le chemin, Dustin remarque quelque chose de bizarre avec sa boussole. Lorsqu'ils cherchaient leur point de rendez-vous, elle faisait n'importe quoi, comme si elle était déréglée. Il comprend alors que des champs magnétiques perturbent encore les aiguilles, comme avec le premier portail des années plus tôt. Donc ça veut dire que de nouvelles portes vers le monde à l'envers s'ouvrent à chaque mort. Steve veut en avoir le cœur net, alors il plonge là où est censé se trouver le corps du pote à Jason. Mais à la place, il découvre un portail et se fait aspirer dedans. Une fois de l'autre côté, il se retrouve face à des monstres chauves-souris qui l'attaquent. Heureusement, Nancy, Robin et Eddie arrivent juste à temps pour le sauver. Il repousse les créatures de justesse mais se retrouve maintenant coincé dans le monde à l'envers. La seule option pour s'en sortir, ils doivent trouver un autre portail pour retourner dans le monde réel. Pendant ce temps, les autres ne peuvent même pas intervenir. Des policiers les ont surpris au milieu du lac et les ont ramenés de force chez eux pour les interroger. De l'autre côté du globe en Russie, la situation est tout aussi critique parce que les adultes n'ont aucun moyen de libérer Hopper. Enzo est en prison donc plus personne ne peut négocier de rançon. Murray improvise alors un plan complètement fou. Il se déguise en pilote russe et fait passer Joyce pour sa prisonnière. Malgré ce plan très risqué, leur infiltration fonctionne à merveille. Ils réussissent à entrer dans la base et on les autorise même à assister à une exécution. Parmi les condamnés, il y a Hopper et Enzo. On les balance dans une arène avec d'autres détenus et doivent affronter un
démon Gorgon que les Russes avaient gardé secrètement dans leur base. Mais Hopper connaît bien la bête, il utilise le feu pour la repousser puis permet à Enzo de rester en vie. Pendant ce temps, Murray profite du chaos, braque le directeur et prend le contrôle de la situation. Grâce à ça, il libère Hopper et Enzo, échappe aux soldats, se regroupe enfin puis arrive à se cacher. Au même moment, Eleven rentre à l'intérieur du projet Nina. Dans la machine, elle se remémore toute son enfance au laboratoire de Hawkins, et c'est tout sauf joyeux. On apprend dans ses souvenirs que le Dr Brenner faisait exprès de favoriser 11 pour que tous les autres enfants la détestent. Son seul allié était un infirmier qui se mettait en danger juste pour l'aider. Il lui a même proposé un plan d'évasion et lui a donné rendez-vous devant une grille d'aération. C'est à ce moment-là qu'il lui a avoué que Brenner lui avait implanté une puce sous la peau, et qu'il ne pouvait pas s'échapper avec elle car c'était à cause de ça qu'on pouvait le localiser en permanence. Alors par gentillesse, Eleven lui a retiré sa puce avec ses pouvoirs. Et c'est là qu'elle a compris qu'il était comme elle. En fait, c'était le tout premier, le numéro 1. Et que depuis le début, il l'a manipulé. La puce l'empêchait d'utiliser ses pouvoirs. Et dès qu'il en a eu l'occasion, il a tué absolument tout le monde dans le laboratoire. Mais c'est bizarre, parce que ses pouvoirs ressemblent étrangement à ceux de Vecna. Des visions nous révèlent alors que le numéro 1 est en réalité Henry Krill, le fils de Victor Krill. Ça veut dire que c'était lui le démon dans la maison et qu'il a assassiné sa propre famille quand il était enfant. Ses pouvoirs sont extrêmement puissants, mais Eleven réussit à le vaincre et à le projeter dans le monde à l'envers. Une fois là-bas, il est devenu le monstre que l'on connaît tous, Vecna. Dans le présent, les enfants désobéissent aux adultes. Ils prennent leur vélo et foncent jusqu'à la caravane de Eddie pour retrouver les autres bloqués dans le monde à l'envers. Vu que la petite amie de Jason est morte là-bas, il y a forcément un portail pas loin. Les autres le comprennent aussi, alors ils traversent le monde à l'envers pour trouver la sortie. Arrivés à destination, ils fabriquent une corde et la balancent à travers le portail pour sauver les autres bloqués. Presque tout le monde réussit à s'échapper, sauf Nancy, parce que Vecna prend le contrôle de son esprit. Piégée dans un cauchemar terrifiant, elle découvre les véritables intentions de leur ennemi. S'il parvient à tuer une quatrième personne, il pourra ouvrir une brèche gigantesque qui détruira la frontière entre les deux mondes. En gros, ça serait la fin de Hawkins, voire du monde entier. À l'intérieur de la prison, Hopper et Joyce découvrent des expériences vraiment horribles. Ils voient que les Russes tentent de recréer un flagelleur mental. Heureusement, Enzo repère une sortie dans les tunnels. Il s'échappe assez facilement même si les soldats sont toujours à leur trousse. Finalement, il trouve refuge dans le hangar du pilote et reste caché. De son côté, Eleven se réveille dans la base secrète. Elle sort enfin du caisson d'isolation et ses pouvoirs sont de retour. Elle est prête à retourner à Hawkins et à aider ses amis. Mais le Dr Brenner ne veut pas, il pense que Eleven n'est pas encore prête et lui fait du chantage. Si elle repart maintenant, il tuera Owens. Elle refuse de lui obéir, donc il emploie la manière forte et l'endort avec une seringue. Au même moment, l'armée pense toujours qu'elle est dangereuse, puis choisit ce moment précis pour envahir le labo. Brenner prend Eleven avec lui et court dans le désert pour essayer de la protéger. Mais on lui tire dessus plusieurs fois, alors il encaisse tous les coups pour la défendre. On se réveille et la dernière bonne action du docteur lui permet de détruire facilement l'hélicoptère à sa poursuite. Maintenant qu'elle est seule dans le désert, elle doit trouver un moyen de se rendre à Hawkins. Heureusement pour elle, les autres étaient sur sa piste depuis le début et viennent la chercher en van. Tout est enfin prêt pour l'assaut contre Vecna. Steve, Nancy et Robin doivent l'attaquer directement dans le monde à l'envers, plus précisément dans la maison des Krill. C'est là où il puise sa force, mais là aussi où il est le plus vulnérable. Alors pour leur ouvrir un passage à travers les chauves-souris qui protègent la zone, Dustin et Eddie se sacrifient en jouant les appâts. Pendant ce temps, Max met en place une diversion risquée. Elle arrête volontairement d'écouter sa musique pour attirer Vecna à elle. Elle se livre complètement à lui et espère détourner son attention. D'ailleurs, Lucas reste à ses côtés prêt à intervenir si jamais ça tourne mal. De leur côté, Mike et les autres fabriquent un caisson d'isolation pour que Eleven puisse entrer dans l'esprit de Max et l'aider à distance. Mais tout part en vrille quand Jason débarque de nulle part. Il attaque Lucas parce qu'il protège Eddie et fait tout échouer. Dans le monde à l'envers, Dustin et Eddie sont dépassés par les créatures. Dustin finit par se replier, mais Eddie reste pour gagner du temps. Il affronte tout seul une nuée de monstres volants. Le combat est perdu d'avance, mais il reste malgré tout et meurt comme un héros. Et ce n'est même pas suffisant. Steve, Nancy et Robin se font piéger par des plans du monde à l'envers. Ils sont immobilisés pendant que Vecna rentre dans la tête de Max. Il est sur le point de la tuer et personne ne peut l'arrêter. Personne sauf Eleven qui parvient à rejoindre Max dans son esprit juste à temps. Mais même elle ne fait pas le poids. Vecna la maîtrise sans difficulté. C'est là qu'il lui révèle la vérité. Depuis le début, il était derrière tout ça. Le flagelleur mental, les monstres, les meurtres.
tout venait de lui. La situation est désespérée. Vecna commence à posséder Max et le processus est presque terminé. Mais au dernier moment, Eleven trouve la force de se relever, se bat et parvient à le repousser. Pendant ce temps, en Russie, Hopper et Joyce sont toujours choqués par ce qu'ils ont vu. Ils décident donc de retourner à la prison pour détruire toutes les horreurs créées par les Russes. Et ils ont bien fait, la prison est envahie par des démons gorgons totalement incontrôlables. Mais en faisant ça, ils se retrouvent encerclés. Alors que tout semble perdu, Murray débarque avec un lance-flamme puis fait un carnage. Le feu touche les créatures du monde à l'envers. Et comme tout est connecté, les plantes relâchent Steve, Nancy et Robin. Enfin libres, ils attaquent leur ennemi pile au bon moment, là où il est le plus vulnérable. Mais malheureusement, c'est trop tard. La mort de Max ouvre la 4e brèche et une faille gigantesque s'étend à travers Hawkins, puis la ville est littéralement déchirée en deux. Par miracle, Eleven réussit à ramener Max à la vie grâce à ses pouvoirs. Mais elle ne se réveille pas. Elle est dans le coma entre la vie et la mort. Quelques jours plus tard, tout le monde se retrouve à Hawkins. La ville est en ruine. Il y a eu énormément de morts et de blessés. Mais le groupe, eux aussi, ont souffert. Et même si le retour d'Hopper et Joyce ramène un peu d'espoir, la paix est de courte durée. Alors qu'Eleven retrouve Hopper qu'elle croyait mort, quelque chose de terrifiant se produit. Une pluie de particules blanches tombe du ciel. C'est clair, le plan de Vecna fonctionne. Le monde à l'envers est en train de fusionner avec le monde réel. Et le pire reste encore à venir.